Bonjour, Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé. Aujourd'hui, nous rencontrons un chef-d'œuvre des collections du musée Condé, conservé dans le Jeu de Paume de Chantilly. Il s'agit d'un tableau horloge, d'un tableau mécanique de Gabriele Smargiassi. Alors ce tableau napolitain du XIXe siècle est signé et daté d'un artiste peu connu. Donc son prénom est Gabriele, il s'appelle Smargiassi. Il a fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Naples. Il est né à la fin du XVIIIe siècle et il va faire une tournée européenne. Il va notamment venir à Londres autour de 1831 et ensuite fera un séjour à Paris de plusieurs années. Il deviendra à cette occasion le professeur de peinture des enfants de Louis-Philippe et de Marie-Amélie. Et surtout, il va retrouver à Paris la reine Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, donc originaire elle-même de Naples. C'est sans doute pourquoi Smargiassi va peindre pour elle ce tableau horloge ou tableau mécanique. Alors le tableau est signé daté 1833, donc pendant la période parisienne de Smargiassi, et il représente le palais natal de la reine Marie-Amélie de Bourbon-Sicile. Imposant bâtiment de 247 mètres de long, situé à une vingtaine de kilomètres de Naples, c'est un peu le Versailles napolitain, Caserte. Et donc dans ce palais, construit par Vanvitelli à la fin du XVIIIe siècle, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la reine Marie-Amélie a vu le jour et son fils, le duc d'Aumale, s'est souvent rendu sur place pour découvrir à la fois le palais, ses trésors et les magnifiques jardins de Caserte qui sont un des chefs-d'œuvre de l'Italie méridionale. Notamment, le duc d'Aumale a découvert Caserte au moment où il se rendait en Italie du Sud pour chercher une fiancée en 1843. Il épousera donc l'année d'après Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, sa cousine germaine, donc il deviendra la duchesse d'Aumale. Alors dans ce tableau de Caserte, on voit cet imposant bâtiment tout en longueur, mais Smargiassi, en tant que védutiste napolitain, a cherché à animer la scène par différents éléments. Un détachement militaire qui soulève la poussière, qui est au premier plan du tableau, une escouade tout à fait au fond et à gauche, mais également des épisodes de la vie quotidienne avec notamment des charrettes, donc tout ce qui anime le premier plan de ce paysage un petit peu imposant et un peu statique. On voit aussi au fond et à droite la vieille ville de Caserte, Caserta Vecchia, qui se dessine et qui anime un peu la composition. Alors le tableau a appartenu à la reine Marie-Amélie. Il est entré dans la collection de son fils, le duc d'Aumale, au moment de la mort de la reine en 1866. Il était donc conservé en Angleterre et le duc d'Aumale le fait revenir en France en 1871 et il l'installe ici dans le Jeu de Paume du domaine de Chantilly avec les autres tableaux de sa collection de grandes dimensions ou d'artistes peu connus qui étaient placés ici autour de la tente d'Abdelkader, de certains antiques et d'objets donc de grandes dimensions et un peu de second ordre, il faut bien le dire. Alors aujourd'hui, nous avons réaccroché le Jeu de Paume pour que tous ces objets puissent être vus. Et le clou de ce tableau, c'est que c'est un tableau mécanique, un tableau à horloge. Donc nous pouvons l'entendre jouer. Alors il joue pour les quarts d'heure, pour les demi-heures, pour les heures, et il joue, particularité suprême, l'Angélus. Alors, qu'est-ce qu'un tableau mécanique ou un tableau à horloge ? C'est quelque chose qui apparaît assez tôt, dès la fin du Moyen-Âge. Dès le XVe siècle, la reine Anne de Bretagne avait, dit-on, un Hercule peint avec les sourcils et les yeux branlants. Donc, on imagine que c'était déjà un tableau mécanique. Au XVIIe, il y aura de nombreux tableaux mécaniques qui sont signalés. Ça va devenir, au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, la particularité de l'horlogerie suisse. C'est que les Suisses sont spécialisés dans l'horlogerie, dans la mécanique. Alors la grande époque des tableaux mécaniques, ça va être le XVIIIe siècle, qui est aussi le siècle des Lumières, l'époque des cabinets de curiosités. Et le plus célèbre des tableaux mécaniques a appartenu au célèbre amateur Bonnier de la Mosson. Un exemplaire est conservé au Musée des Arts décoratifs à Paris, qui provient de sa collection et qui animait 70 personnages en laiton doré qui bougeaient lorsque le mécanisme se déclenchait. Au XIXe siècle, ça va devenir à la fois plus fréquent et plus populaire, ou plutôt plus bourgeois. Le XIXe siècle, c'est la montée de la bourgeoisie en France. C'est précisément l'époque de Louis-Philippe et de Marie-Amélie de Bourbon-Sicile. Donc au XIXe siècle, beaucoup d'intérieurs bourgeois vont avoir des tableaux mécaniques, des tableaux à horloge,
généralement d'artistes très secondaires, un peu faibles. Anatole France, dans ses romans, à la fin du XIXe siècle, dans le livre de mon ami, se rappelle avoir eu chez lui, dans son enfance, un tableau mécanique avec une église dont l'horloge sonnait, et pendant que le clocher donc, égrenait ses coups, il y avait un train qui sortait d'un tunnel et un bateau qui s'agitait sur la mer. Donc ces spécialités sont devenues très communes, très fréquentes au XIXe siècle. Honoré Daumier va d'ailleurs moquer la bourgeoisie qui fait sa joie de ces tableaux à horloge, de ces tableaux mécaniques, en décrivant de façon comique l'inexprimable ravissement du bourgeois écoutant donc jouer son tableau mécanique. Tout ceci, bien sûr, va s'arrêter à la fin du XIXe siècle avec la découverte du son enregistré et avec l'apparition du phonographe. Donc ici, le tableau horloge de Smart Jassy, restauré en 2002 grâce à Yvon Gattaz, est un souvenir de ces tableaux à horloge dont l'origine remonte au Moyen-Âge et qui sont surtout étendus au XVIIIe et au XIXe siècle. C'était la grande mode des tableaux horloges alors.